le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Ravi de vous retrouver. Deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel, la Dream Team, Joannel François, Smith Jean-Julien, Robans assure les meneurs techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le chef de la diplomatie russe sera mercredi à Ankara. La discussion portera sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur les projets d'offensive turque contre les Kurdes syriens. Voici un reportage signé Euronews. Ouvrir un corridor sécurisé pour reprendre les exportations de blé ukrainien. C'est le principal objectif affiché pour la visite du chef de la diplomatie russe à Ankara. Alors que la crise alimentaire menace, Sergueï Lavrov est attendu ce mercredi en Turquie. Mais le transport de céréales ne sera pas le seul sujet abordé. Les discussions porteront aussi sur les projets d'Ankara de lancer une nouvelle offensive militaire dans le nord de la Syrie pour y déloger les milices kurdes. La Turquie a vraiment besoin de la bénédiction de la Russie pour pouvoir mener cette opération, estime cet analyste. Je pense qu'ils vont vraiment essayer d'obtenir ce genre de concession de la part de la Russie. Outre la crise alimentaire dont ils vont discuter pour l'Ukraine, je pense que cela va être un sujet de premier plan pour la Turquie. Le président Erdogan a vraiment besoin de cette opération en Syrie pour des raisons de politique intérieure. Il est en train de perdre du terrain selon tous les sondages d'opinion et il fait face à une élection assez critique qui pourrait être un coup près. À un an de l'élection présidentielle, le pays est confronté à une grave crise monétaire. Les autorités turques comptent notamment sur les revenus du tourisme pour soutenir l'économie. Or, la Russie est aussi le pays qui fournit le plus gros contingent de touristes au pays. Direction la Corée du Sud, Séoul et Washington tirent 8 missiles sol en mer du Japon en réponse aux 8 missiles balistiques tirés la veille par Pyongyang. Cette démonstration de force intervient sur fond de crainte d'un essai nucléaire nord-coréen. Voici un reportage signé I24 News. Des missiles lancés en pleine mer du Japon, Séoul et Washington contre-attaquent leur ennemi commun. Au total, une salve de 10 minutes avec un lancement de 8 missiles sol-sol, un système de missiles tactiques de l'armée. Une réponse à la Corée du Nord qui, la veille, avait lancé 8 missiles balistiques à courte portée. Une véritable provocation pour la Corée du Sud. Si la Corée du Nord procède à un essai nucléaire, nous n'aurons pas d'autre choix que de coopérer avec les États-Unis et la communauté internationale afin d'envisager des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord et des mesures supplémentaires pour la défense de la Corée du Sud et des États-Unis. En visite à Séoul, la secrétaire d'État adjoint Wendy Sherman met en garde de la dangerosité de ces activités. Tout essai nucléaire serait en violation totale des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y aurait une réponse rapide et énergique à un tel essai parce que, comme l'a dit l'Agence internationale de l'énergie atomique, on craint qu'elle ne procède à un essai nucléaire. Ce serait très déstabilisant pour la sécurité mondiale et je crois que la République de Corée, les États-Unis et le Japon, mais aussi le monde entier, répondront de manière forte et claire. Nous sommes prêts. Opéré depuis le nord-est de la Corée du Sud, cet exercice de tir réel vise à démontrer la capacité des deux pays à réagir rapidement en cas de situation de crise. Car depuis le début de l'année, malgré des sanctions économiques, Pyongyang a redoublé d'efforts dans la sophistication de ses armes. Les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord deviennent sophistiquées.
La Corée du Nord a tiré divers missiles balistiques hier. Les programmes nucléaires et des missiles de la Corée du Nord atteignent des niveaux qui menacent non seulement la paix de la péninsule coréenne, mais aussi l'Asie du Nord-Est et le monde. Le régime de Kim Jong-un semble se préparer à un nouvel essai nucléaire. Les tirs de lundi constituent une deuxième démonstration de force conjointe entre Séoul et Washington depuis le 10 mai dernier, date de l'accession au pouvoir du nouveau président sud-coréen. Il avait promis de durcir la position de Séoul face aux agissements de Pyongyang. Cette fois-ci, nous irons en République démocratique du Congo. Des chefs militaires des pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont échangé sur la question à Goma en RDC. Le Rwanda était aux abonnés absents. Voici un reportage signé Africa News. Les chefs des forces armées de la communauté d'Afrique de l'Est au chevet de la RDC, des représentants du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie ainsi que le chef de la mission de l'ONU dans le pays ont échangé lundi à Goma avec les autorités congolaises sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, théâtre d'affrontement entre les FARDC et les rebelles du M23. Au centre de la rencontre, la mise en place d'une force conjointe régionale à même de contenir et de combattre toutes les forces dites négatives qui perturbent la stabilité dans plusieurs provinces congolaises. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. L'implication des pays d'Afrique de l'Est n'est pas fortuite. Les violences en RDC représentant un danger pour la stabilité de la sous-région. La paix et la sécurité sont de la plus haute importance et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici pour trouver des solutions à la paix et à la sécurité dans cette partie de la région d'Afrique de l'Est. Signe de cette appréhension, le climat délétère entre Kinshasa et Kigali, la RDC accusant le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. La nouvelle vague de violence au Congo a déplacé des dizaines de milliers de personnes depuis le mois de mai. À Londres, le scandale de Partygate, après avoir échappé de justesse à un vote de défiance, Boris Johnson cherche à tourner la page. C'était scandale, mais de rassembler un parti divisé et reconquérir ses électeurs. Voici la correspondante de France 24 qui va nous décrypter la situation à Londres, en Angleterre. Johnson est un rescapé, mais un grand brûlé. Combien de temps pourra-t-il rester en poste? C'est toute la question. Oui, vous avez raison, un rescapé et un grand brûlé. Boris Johnson survit, mais son autorité est clairement affaiblie. Il est fragilisé. Désormais, je crois qu'il y aura un avant et un après cette motion de défiance. Cette rébellion qui aurait pu être d'une centaine de ses propres députés s'élève à 148 de ces députés. C'est 41% des conservateurs, des députés conservateurs qui ne veulent pas de Boris Johnson comme leader. Je crois que la question majeure, c'est est-ce qu'ils veulent de lui, non seulement maintenant, mais de les mener dans la prochaine élection qui devra être tenue d'ici 2 ans. Donc, est-ce qu'il est hors de la zone de danger? Non, il ne l'est pas. Il veut... Il l'a dit clairement dès hier soir, il l'a redit ce matin en dirigeant son conseil des ministres, tirer un trait là-dessus. Entre ce qu'il veut et ce qui se passera, je crois qu'il y a un grand écart avec son propre parti, avec la population britannique. Il annonce de possibles réductions d'impôts, d'autres projets de loi, mais on verra comment ça se passe au Parlement. La presse ici et les médias en général sont très critiques. Donc je crois qu'il faudra regarder très attentivement le 23 juin prochain. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 élections partielles que pourrait perdre le Parti conservateur. En tout cas, selon les règles en vigueur actuellement, il devrait être hors de zone de danger pendant 1 an.
mais est-ce que ces règles pourraient changer au sein du Parti conservateur? Le Partygate, c'est loin d'être terminé. Il y a aussi, rappelons-le quand même, une autre enquête, celle-ci donc parlementaire. C'est un comité qui s'appelle le comité des privilèges et qui déterminera si Boris Johnson a sciemment menti au Parlement. C'est très grave. Est-ce qu'il a enfreint le code ministériel? Devrait-il démissionner? Je pense que ce résultat sera connu d'ici l'automne. Donc, je vais dire maintenant, zone de danger le 23 juin, zone encore plus grande de danger à l'automne. Est-ce qu'il sera toujours leader d'ici la fin de l'année? Beaucoup au sein de son propre parti pensent que la réponse est no, non. Merci pour la traduction. Bénédicte, juste un dernier mot sur les travaillistes peut-être. Ils pensent quoi de la situation actuelle là? Ils pensent que les conservateurs, les députés conservateurs ont en fait raté une occasion importante de changer de dirigeant. Alors, ce n'est pas une surprise, ça fait plusieurs mois depuis le début des photos révélées au début de l'année par le Daily Mirror, ce quotidien qui a commencé toute la série de révélations. On a eu plein d'autres photos, une enquête policière, un rapport finalement de la haute fonctionnaire Sue Gray. Et donc, ce n'est pas seulement le Parti travailliste qui continue à demander la démission de Boris Johnson en tant que Premier ministre, et bien évidemment en tant que d'abord dirigeant du Parti conservateur, mais aussi par exemple le Parti national écossais et le Parti libéral-démocrate. Donc, attendons et plein phare demain sur la séance hebdomadaire. Je pense que ce sera une séance très houleuse à la Chambre des communes. Merci à Bénédicte Pavio, la correspondante de France 24 à Londres. Monsieur la guerre en Ukraine, pourquoi de plus en plus de pays tournent le dos au système financier mondial et choisissent les bitcoins pour plus d'indépendance, de liberté monétaire? Écoutons un extrait de l'émission sur Unique 24. J'ai noté l'apparition d'une nouvelle figure pour commenter, donc qui est aussi un militaire, qui est le colonel Pierre de Jong, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et qui est pour une fois a été plutôt pas mauvais, je crois que c'était sur LCI, et puisque il a été extrêmement modeste, ce qui est la moindre des choses pour un officier français, puisque ce que fait l'armée russe en Ukraine, l'armée française sera incapable de le faire, tant elle a été diminuée dans ses moyens depuis ces 40 dernières années. Donc je vous rappelle que selon le rapport sénatorial, on a 4 jours de munitions de réserve. La Russie, ça fait 100 jours qu'elle tire plusieurs missiles de précision tous les jours, qu'elle ne manque absolument ni de munitions, ni de carburant, ni de technique d'ailleurs. Donc la première chose qu'on attendrait d'un militaire français lorsqu'il commente les événements en Ukraine et lorsqu'il donne son appréciation sur l'armée russe, et il a bien le droit de le faire, c'est quand même un peu d'humilité par rapport à ce que ces militaires ont autorisé les régimes socialistes qui se sont succédés depuis 40 ans à faire à notre armée. Donc lui déjà, ce que j'ai apprécié, c'est sa modestie, et ensuite il émet des hypothèses, notamment des hypothèses sur les objectifs de Vladimir Poutine. Puisque s'il y a effectivement des objectifs annoncés, je l'ai dit, tout au début c'était uniquement la reconnaissance de l'indépendance du Donbass et la reconnaissance de l'intégration de la Crimée à la Russie. À partir du 22 avril, c'est devenu donc en gros la nouvelle Russie, sans que ce soit précisé très clairement. Mais après, sur ce que va faire Poutine, eh bien en fait on n'en sait rien, donc on peut faire des hypothèses. Et les faire encore une fois avec humilité, c'est ce qu'a fait ce colonel. Donc, je pense que c'est lié aussi à la progression de l'armée russe. On ne peut plus raconter autant d'âneries qu'on en racontait au début. En tout cas, il y a l'apparition de nouvelles têtes sur les chaînes de télé françaises. Et c'est plutôt pour le mieux. Voilà. Donc, félicitations à ce colonel. J'espère qu'il continuera à être invité et avoir cette approche aussi mesurée, aussi modeste. Parlons maintenant des nouvelles armes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'en pensais. Alors, j'ai toujours cette analyse globale. Je pense que les armes qui ont été fournies à l'Ukraine, ça a été trop peu et trop tard. Pourquoi? Parce qu'au début, avec les mythes qui abreuvaient les généraux de l'OTAN, les analystes occidentaux, eh bien, les armes magiques comme le Javelin, comme le Stinger allaient permettre d'arrêter l'armée russe, exactement comme ça avait soi-disant permis d'arrêter l'armée rouge. En Afghanistan, on a déjà expliqué que c'était pas le cas. Et donc, au début, toutes ces armes portatives n'ont pas servi à grand-chose. Au bout d'un mois, à peu près les Occidentaux, c'est-à-dire l'OTAN, se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'il fallait à l'Ukraine, c'était, comme nous l'avions dit, c'était pas des armes portatives, mais c'était des armes lourdes, c'est-à-dire des tanks, c'est-à-dire de l'artillerie.
et également des avions, mais là on voit pas comment est-ce qu'ils pourraient arriver à en fournir. Alors en dehors des pièces détachées, récupérées à droite à gauche, peut-être que les Polonais discrètement ont donné leur MiG-29 à l'Ukraine, ou voir les pilotes eux-mêmes, tout ça c'est possible. Mais en tout cas, ce qui a été proposé à l'Ukraine, c'était donc des blindés et de l'artillerie. Les blindés, c'est très compliqué, on l'a expliqué, parce qu'il faut des chaînes d'approvisionnement, non seulement du blindé, mais ensuite des pièces détachées. Alors tout ça n'existe absolument pas en Ukraine. Et en plus, lorsqu'ils débarquent en Pologne ou en Roumanie, avant de rejoindre l'Ukraine, ils sont quand même à près de 1000 km du front. Donc il faut les amener là-bas avec un système de voies ferrées qui est détruit par l'armée russe. Donc c'est extrêmement compliqué d'amener tout cela, surtout que c'est du matériel hétéroclite, en dehors des matériels soviétiques comme les T-72 qui ont été livrés par la Pologne. Eh bien, tout cela, c'est des nouveaux matériels, donc il faut apprendre à les utiliser. Et c'est la même chose que l'on observe avec les systèmes d'artillerie. Et là, c'est non seulement le côté trop tard, mais c'est également le côté trop peu. Quand on regarde ce qu'a livré la France, c'est 6 Césars, c'est-à-dire 6 canons de 155 mm. Toujours ce problème en plus de livrer les obus de 155 mm qui n'existent pas en Ukraine. Donc ça n'a aucune chance de changer quoi que ce soit dans le cours de la guerre. Et à côté de ça, vous avez ce qui a été livré. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod. Réalisation Tilly Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.